L'amour et la haine sont deux faces d'une même pièce. N'importe qui a vécu une rupture difficile saura exactement de quoi je parle. Quand une série se termine, les scénaristes lancent une pièce en l'air. Et les fans retiennent leur souffle. Vont-ils adorer la fin ou la détester? Je ne suis pas quelqu'un qui aime se définir par rapport à ce qu'il n'aime pas. Je trouve bien plus intéressant de partager mon amour que mon dégoût. Cependant, Game of Thrones est un cas assez à part dans le spectre de ce qui me passionne. Si les 4 premières saisons constituent à mes yeux ce qui se fait de mieux en matière de divertissement à la télévision, j'ai une relation bien plus compliquée avec les 4 dernières, et particulièrement pour les saisons 7 et 8. Mais vu que ce serait vite lourd de juste m'entendre râler pendant 15 minutes sur tout ce que je n'aime pas, je vais prendre avec moi quelqu'un qui défendra la série comme il peut. Après tout, même les dignitaires allemands avaient le droit à une défense pendant leur procès, hein. Par contre, j'ai perdu mon compagnon habituel, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Toi là, Oui. ça te dit de défendre les dernières saisons de Game of Thrones? Oui. Eh ben on est parti. J'ai déjà fait une vidéo entière sur les 4 premières saisons où j'explique les qualités que je lui trouve. Je vais donc essayer de pas trop me répéter. Mais mon principal souci avec la fin de la série est la trahison d'à peu près tout ce que je trouvais génial dans les saisons 1 à 4. Pour résumer mon avis dès le début de la vidéo, c'est de la merde. On dit pas que c'est de la merde, on dit je n'aime pas. Je n'aime pas la merde. Donc j'ai tellement de soucis avec la série qu'on va reprendre le schéma de la première vidéo. On va voir les personnages un par un et voir quelle trajectoire leur histoire prend. Et il va y avoir de sacrées pépites pour quasiment tout le monde. On est donc censé commencer par Ned Stark. Bah, il est mort. On l'aperçoit jeune à un moment et il parle avec un accent bizarre. No. Now it ends. On va peut-être pas reprendre exactement le même ordre. On va commencer par Stannis plutôt, vu qu'on avait fini avec lui la dernière fois. On savait que Stannis était prêt dans les saisons précédentes à sacrifier toujours plus. Il commence donc par faire un de ses traditionnels barbecues avec le roi au-delà du mur. Il propose à Jon de devenir le gouverneur du Nord, et passe une bonne partie de la saison 5 à Château Noir. La relation Stannis-Jon est pour moi l'un des points forts de la saison d'ailleurs. Il se retrouve cependant impuissant face aux 20 good men. de Ramsay. Apparemment Mélisandre est pas la seule à pouvoir utiliser la magie, vu comment les feux se déclenchent instantanément et simultanément. Bah si tu commences à te plaindre de détails comme ça, on n'a pas fini, hein. Et effectivement, on n'est pas près d'avoir fini. Donc, avec les tempêtes de neige, l'armée de Stannis est immobilisée et à court de nourriture. Et il se retrouve à se demander si sa fille Shireen n'est pas un sacrifice envisageable. S'il ne fait rien, tout le monde mourra de faim et de froid, ainsi dos au mur, même si certains considèrent que c'est un peu rapide comme revirement, Stannis décide de brûler vive sa fille et seule héritière devant toute son armée. Et je pense que tous ceux qui ont vu cette scène ont bien compris que ces hommes allaient pas forcément apprécier cela. Surtout si c'est une majorité de mercenaires. Stannis a cependant un anticyclone qui repousse les courants froids, mais une grande partie de son armée l'abandonne. Sa femme décide d'aller se balancer un peu, et Stannis perd la bataille. Elle est rattrapée par Brienne, qui le tue, je crois. Quelle idée de mettre un cut au moment de la mort d'un personnage aussi important que Stannis. Montrez-le nous mourir. On est dans Game of Thrones là, depuis quand on montre pas la mort des personnages? Tout ce que ça fait, c'est que moi je me disais qu'il était pas mort et que Brienne l'avait épargné. Et j'étais pas le seul vu le nombre de théories que ça a généré. Pour résumer mon avis sur cette fin de parcours, le Stannis de la série est assez différent de celui des livres. Mais je trouve que l'idée de montrer un homme prêt à sacrifier toujours plus, qui finit par sacrifier trop, est assez intéressante et s'intègre bien dans la série, même si l'exécution laisse un peu à désirer et un peu rushée. Elle est au moins préparée dans les premières saisons, ce qui sera pas vraiment le cas pour les autres personnages. Bon, on commence par qui dans ceux où ça va vraiment pas? Il y a 2 histoires sur la dernière saison, la guerre pour le trône et la guerre contre les marcheurs blancs. Tous les personnages y sont associés, maintenant je te laisse décider. Je sais pas ce qui m'énervera le moins, parce que je trouve qu'il n'y a pas une intrigue pour rattraper l'autre. Vu qu'apparemment les marcheurs blancs c'est l'intrigue secondaire à la fin, on va commencer par ça. Et étudier le parcours des personnages qui permettent la fin de la longue nuit. Donc les marcheurs blancs nous sont présentés dans la première scène du premier épisode, on les voit ensuite de temps en temps, Sam réussit à en tuer un avec de l'obsidienne, ce qui lance toute la sous-intrigue pour récupérer de l'obsidienne plus tard, ce qui ne sert à rien au final parce que le roi de la nuit est tué avec de l'acier valyrien. D'autant plus que c'est pas facile de miner de l'obsidienne, hein. Surtout sans pioche en diamant. Je suis étonné qu'on n'ait pas eu de référence à Minecraft dans la série. À partir du moment où on a Ed Sheeran, je pense que tout était possible. Les marcheurs blancs sont ensuite vus à Durlieu, un épisode très apprécié des fans qui montre vraiment la menace que représentent les marcheurs blancs pour tout le monde, et nous présente le personnage du roi de la nuit, apparemment le marcheur blanc qui a créé tous les autres, qui est un mélange étrange entre pas de personnalité, et je me fous un peu de votre gueule de temps en temps quand même. Sauron il avait pas de personnalité non plus, hein. Non mais on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Et puis t'as l'impression le roi de la nuit il va claquer sa meilleure danse Fortnite à toiser tout le monde avec son petit sourire. Donc le roi de la nuit tue tous les sauvageons au nord du mur, mais toujours bloqué. Il lui faut donc un moyen logique pour qu'il puisse passer le mur.
Et le moyen le plus logique est bien évidemment que l'expédition la plus débile de l'histoire des expéditions ait lieu, pour amener un zombie à Cersei, histoire de la convaincre de rejoindre la guerre pour l'Aube. Ce qui déjà est un plan incroyablement stupide et inutile vu qu'il n'y a aucune chance que ça marche si on connaît un minimum Cersei, et au final ça sert juste à donner un dragon au roi de la nuit, ce qui lui permet de passer le mur. Ensuite, Daenerys rejoint Jon, et le roi de la nuit est battu à Winterfell alors qu'il tente de tuer Bran. Et voilà, c'est tout pour l'intrigue des marcheurs blancs. Attends, quoi? C'est tout ce que ça apporte à l'histoire? Non mais rappelle-toi, t'es censé défendre la série là. Ah oui, bon, bah, au moins la fin est conclue la série. Bon, on a vu l'intrigue dans son ensemble, maintenant regardons comment elle affecte les personnages, en commençant par celui qui a permis de vaincre le roi de la nuit. C'est Jon du coup. Toute son intrigue est centrée sur le roi de la nuit. Il a forcément été ressuscité pour ça. Non. Daenerys alors. Il y avait pas mal de théories comme quoi elle était la princesse qui était promise. Non plus. Bran. Il utilise ses pouvoirs de vervoyant pour le battre de manière stylée. Non. Ah, je sais pas moi, Stannis qui revient d'entre les morts. Non. Ah ça y est, je l'ai. C'est Arya qui saute comme un ninja pour one-shot le roi de la nuit, pour que ça soit surprenant, et parce que le roi de la nuit, c'est un peu le symbole de la mort, quoi. Bien joué, c'est ça! Malheureusement, je comprends toujours pas ce choix de faire en sorte qu'Arya tue le roi de la nuit, alors que son intrigue n'a rien à voir avec lui, et qu'il y a tellement de personnages connectés à lui qui sont là, à ce moment-là, et qui font rien. Et tout ça justifié par une ligne de dialogue de la saison 2 qu'il modifie pour que ça les arrange. Brown eyes, green eyes, and blue eyes. Brown eyes, blue eyes, green eyes. C'est trop facile, à ce compte-là on peut justifier n'importe quoi. On savait depuis la saison 1 que ce serait Tourtechaude qui tuerait le roi de la nuit. On a donné des indices en lui faisant dire Winterfell au lieu de Winterfell. I'm not Stark of Winterfell. Winterfell. What, like, them lot from Winterfell? Ce qui sous-entendait que c'était un vervoyant capable de voir le futur, et l'enfer que deviendrait Winterfell. À ce moment-là, personne ne pensait à lui, ce qui faisait qu'il était le candidat parfait pour tuer le roi de la nuit. C'était le plan de George que nous avons suivi. Et c'est important de respecter l'auteur. Bon voilà, pour tous ceux que ça a pas choqué qu'Arya tue le roi de la nuit, c'est ça que ça m'inspire. Hein. Arya fait partie des personnages favoris de beaucoup de gens depuis les premières saisons, mais son histoire devient malheureusement terriblement pas intéressante et incohérente à partir du moment où elle arrive à Braavos. Que ce soit son entraînement en tant que sans visage, ou le moment où elle décide de trahir l'organisation, qu'apparemment, bah, c'est cool. Vis ta vie, meuf. C'est pas grave si tu trahis et connais les secrets d'une organisation secrète d'assassins. Ils peuvent rien te faire, quoi. Toute la scène où elle se balade tranquillement est tellement stupide. La, je suis poursuivi par les plus grands assassins du monde. Et donc elle se fait logiquement poignarder par la gamine, elle se fait littéralement éventrer, tombe dans un canal et devrait choper toutes les infections du monde, mais ça va. Elle se fait rafistoler, elle se repose un peu, et quelques jours plus tard, elle peut faire du parcours. Attends, mais Khal Drogo est mort de ça, et vous voulez me faire croire qu'Arya survit à ça? Bah Arya, c'est un des personnages préférés des gens, c'est normal qu'elle meure pas comme ça. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, Game of Thrones. Hein. La popularité d'un personnage ne devrait pas le protéger de la mort. Enfin bref, après avoir tranquillement volé des visages, je sais pas trop comment elle a appris à faire ça, vu qu'à part devenir aveugle, elle a pas fait grand chose, elle rentre au pays tranquillement, tue Waldor Frey après avoir tué ses fils, les avoir découpés, avoir fait une tarte avec de la viande humaine et lui avoir fait manger. Ce qui fait d'Arya une énorme psychopathe, hein. Mais bon, ça va, c'est une gentille. Et ça pourrait être intéressant de voir un Stark vraiment aller trop loin et atteindre un point de non-retour, mais là c'est juste traité comme un moment badass, et quand le limier dit à Arya de pas se laisser dévorer par la vengeance en fin de saison 8, elle a depuis longtemps dépassé le point de non-retour, hein. Bon après Arya, essayons de regarder du côté de Sansa. C'est pas vraiment mieux. Elle est donnée en pâture à Ramsay en début de saison 5 par Littlefinger pour littéralement aucune raison, vu que ça ne lui apporte rien, et que le fait qu'il ne se soit pas renseigné sur Ramsay est complètement ridicule. Beaucoup regrettent son exécution sommaire en saison 7, mais à partir du moment où il abandonne Sansa, son personnage est déjà mort avec toute intelligence qu'il pouvait avoir. Sansa doit donc subir Ramsay et devient plutôt insupportable après avoir réussi à s'échapper, créant du conflit pour besoin de scénario, comme quand elle décide de pas dire à Jon qu'elle fait appel à Littlefinger et l'armée du Val, et prend le risque qu'il se fasse massacrer lors de la bataille des bâtards. Elle s'engueule avec Arya de manière compréhensible parce qu'elle fait franchement flipper, mais au final non, parce que... non. C'était juste une dispute pour rendre confus Littlefinger. Enfin, je crois. En fait, c'était pas clair. Hein. Lady Sansa, forgive me. I'm a bit confused. Et surtout, elle se met à détester Daenerys parce que... scénario. What about the North?
et qu'elle veut absolument un ordre indépendant alors que ça résoudrait absolument pas leurs soucis. Sansa a subi beaucoup de choses difficiles à vivre. C'est normal qu'elle fasse pas confiance facilement, et qu'elle soit prête à manipuler les gens pour arriver à ses fins. Alors d'un côté, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, de l'autre, la manière qu'ils ont de présenter ça comme si ça avait presque été bénéfique pour elle me dégoûte un peu. Donc on verra la fin de l'histoire de Sansa quand on sera rendu au destin du trône de fer. Finissons-en avec les Stark et le roi de la nuit en parlant de Bran et de Jon. Bon, par qui je commence parce qu'encore une fois, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, leurs intrigues sont liées durant les 4 premières saisons au roi de la nuit, même si Jon devrait être aussi lié au trône de fer. Il devient Lord Commandant de la garde de nuit en saison 5, mais après avoir montré de la compassion, se fait trahir par ses hommes et assassiner. Ce moment-là en fin de saison 5 avait suffi à l'époque pour augmenter mon appréciation de la saison. Malheureusement, cela n'aura absolument rien changé dans l'histoire. Jon se fait ressusciter, reste plus ou moins le même à être naïf et le fils de son oncle Ned Stark. Il quitte cependant la garde de nuit, bat Ramsay Bolton durant la bataille des bâtards, mais pas grâce à lui. Il aurait dû mourir une bonne 50aine de fois durant la bataille. Il devient cependant roi du Nord, convainc Daenerys de les aider durant la guerre contre les marcheurs blancs. Pendant la bataille contre le roi de la nuit, manque de mourir à nouveau une bonne 50aine de fois, et finit par se contenter de crier sur un dragon en espérant lui faire peur. Sans avoir fait quoi que ce soit au roi de la nuit directement. En plus, t'as pas parlé du fait que c'est l'héritier légitime du trône. On en parlera plus tard des prétendants au trône, Pour l'instant, on en finit avec le roi de la nuit. Voici donc venir l'histoire de Bran. Il parvient à rejoindre la Corneille à 3 yeux en fin de saison 4, apprend à voyager dans le temps dans les saisons suivantes, ce qui servira juste à la révélation que Hodor est égal à Hold the Door, et puis n'aura plus aucun impact dans l'histoire. Ce qui est peut-être pas plus mal vu comment les scénaristes ont déjà du mal à faire une histoire cohérente. Si en plus on doit rajouter du voyage dans le temps, ça aurait été un suicide narratif. Donc Bran devient la Corneille aux 3 yeux, mais comment? Bah on sait pas trop, Y a pas vraiment de scène de transmission de pouvoir. Il se met juste à agir comme un légume de manière arbitraire. Et je dis bien évidemment pas ça parce qu'il est en fauteuil. Mira se fait congédier comme une merde, et Bran n'aura servi que d'appât au roi de la nuit. Et n'utilisera plus une seule fois ses pouvoirs de manière utile. 8 saisons de build-up, juste pour faire en sorte de pouvoir regarder la bataille du point de vue d'un corbeau. En vrai, j'avoue ne pas avoir tout compris de ce que faisait Bran. Mais bon, c'est bien, ça fait du mystère. C'est pas possible de juste mettre du mystère et de pas savoir quoi faire avec. On parlera de la fin de son histoire là aussi au point suivant. Car il est bien évidemment un prétendant au trône de fer, mais oui. Maintenant qu'on en a fini avec les intrigues liées aux marcheurs blancs, tout du moins les principales, regardons ce qui est arrivé aux prétendants au trône, durant ces 4 dernières saisons. La saison 5 voit Tommen sur le trône, et la perte de Tywin entraîne une décision extrêmement stupide de Cersei qui consiste à armer des fanatiques religieux dans l'espoir qu'ils s'en prennent aux Tyrell. Parce que Marjorie est plus populaire, jeune, belle et intelligente. Et qu'elle hésite pas à foutre des gros taquets à Cersei. I wish we had some wine for you. It's a bit early in the day for us. Son plan fonctionne dans un premier temps, sauf qu'elle oublie que les fanatiques religieux, c'est pas hyper maniable, et finit par se faire arrêter et devoir faire une marche de la honte. Kevan Lannister, le frère de Tywin, et Olenna Tyrell prennent le pouvoir dans le conseil restreint, et refusent d'écouter Cersei, du fait que c'est de sa faute s'ils doivent gérer des fanatiques religieux armés. Tommen est déchiré dans toutes les directions sans être capable de choisir, et on en vient presque à regretter Joffrey. L'acting à ce moment-là est exceptionnel. Que ce soit l'acteur du Grand Septon, Cersei, ou Olenna... Oh, oh putain, c'est dur. Ou Olenna Tyrell. Ou Olenna Tyrell. Tous sont vraiment très bons. Je suis d'accord que les acteurs n'ont rien à voir avec le déclin de la série en qualité, je les trouve tous très bons et font juste avec le scénario qui leur est donné. Enfin bref, vient le moment du jugement de Cersei qui arrive à faire sauter tous ses ennemis d'un seul coup. Tommen décide en voyant ça d'aller prendre l'air, et Cersei décide de devenir reine avec zéro prétention au trône, et apparemment conserve le soutien de la population alors qu'elle vient de faire exploser le Vatican, et le soutien de ses vassaux alors qu'elle vient de tuer les plus grands seigneurs du royaume, ainsi que son oncle et son cousin, sachant que le parricide est le tabou ultime en Westeros. Daenerys dans le même temps est rejoint par Tyrion à Myrine, plein d'intrigues pas très intéressantes de suivre, même si ça lui apprend à diriger, plus ou moins. Elle obtient le soutien des Dothraki, puis part pour Westeros avec 3 dragons, 2 armées, 3 des plus grandes maisons de Westeros comme soutien, ainsi que ce qui apparaît comme de bons conseillers. Donc on nous dit que le conflit sera entre Cersei, qui a aucune prétention sur le trône et qui a tué le pape, donc qui devrait avoir quasiment aucun soutien en Westeros, contre Daenerys qui a une armée gigantesque, un nom de famille synonyme de royauté, et 3 dragons qui à eux seuls suffiraient à gagner la guerre. Donc bon, moi en fin de saison 6, je me demandais bien comment ils allaient faire en sorte que Cersei se fasse pas rouler dessus en 2 épisodes. Eh bien leur solution était assez simple, ils ont sorti une patch note.
Les réalisateurs ont décidé de baisser la stat d'intelligence de Tyrion de 95 points, l'amenant à 0. Les Immaculés ayant été considérés comme trop faibles au vu de leur entraînement, nous avons décidé de leur ajouter la capacité de respawn. En effet, désormais, peu importe le nombre que l'on voit mourir, ils réapparaîtront l'épisode suivant encore plus nombreux. Pour ce qui est de Cersei, nous lui avons ajouté un nouveau héros, Euron Greyjoy, qui a pour capacité spéciale de faire des blagues salaces dans chaque scène où il apparaît. De plus, Qyburn obtient la capacité spéciale Génie Absolu, qui lui permet d'avoir des inventions toujours plus surpuissantes. Les balistes ont désormais une précision de 100%, sauf quand ça nous arrange qu'elles touchent pas. Nous avons également réalisé de nombreux changements mineurs que je peux vous laisser lire. Ah, et dernier changement, l'intelligence de Tyrion a encore été diminuée, cette fois de 250 points, l'amenant à moins 250. Bon, t'es de mauvaise foi, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Même Tyrion. Non mais au bout d'un moment, croire Cersei à de nombreuses occasions, donner les pires conseils possibles, perdre un avantage aussi considérable, et faire en sorte que les seules victoires c'est quand Daenerys arrête de l'écouter, je suis désolé, Tyrion s'est juste pris un gros nerf pour les besoins du scénario. Et en plus, Cersei gagne le plus gros avantage en la personne d'Euron Greyjoy, qu'on nous présente comme le mec le plus lourd de la Terre. Along with my big cock. Je ferai pas l'affront de le comparer à l'Euron des livres, je risquerais de devenir vulgaire. Il est ridicule de bout en bout, il a une loyauté sans limite envers Cersei pour aucune autre raison apparente que... Et il finit son histoire par se faire téléporter sur la plage pour qu'il ait le combat le plus inutile de la série contre Jaime Lannister. Pendant ce temps-là, Cersei boit du vin, réussit des tours de force les uns après les autres, tombe enceinte, reboit du vin, et finit par être comparée à Tywin, ce qui est une insulte à n'importe quel spectateur un tant soit peu attentif, et elle reboit du vin. On essayera de nous faire croire que les forces ont été rééquilibrées avec Daenerys, pour qu'au final ce soit un massacre unilatéral. C'était bien la peine de nous parler d'éléphants pendant 2 saisons. T'as pas beaucoup parlé de Jaime, hein. Ah, Jaime. Bah, il va à Dorne avec Bronn, on se fait chier, on nous montre des seins, Myrcella meurt quand même, il gagne des victoires pour Cersei et lui reste fidèle, il se rend compte qu'elle est méchante, surprise Pikachu Face, va se battre pour les vivants, survit miraculeusement, couche avec Brienne, mais en fait non, il aime Cersei, ose dire qu'il en a jamais rien eu à faire des innocents, alors que l'une des meilleures scènes de la série nous montrait que Jaime avait sacrifié son honneur pour sauver les innocents, il se fera finalement écraser avec Cersei sous 50 cm de gravier, j'ai envie de mourir. Bon, on va maintenant voir ce qui est arrivé à Daenerys. Oh mon dieu, ma pauvre Daenerys, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, t'étais simplement fan de Daenerys. Mais il y avait plein d'événements qui annonçaient qu'elle allait devenir folle, hein. Bon, je vais commencer par dire que j'ai pas de problème avec la fin de Daenerys en elle-même. C'est la manière d'arriver à ce point-là que je critique. Daenerys fait tout ce qu'elle peut pour être juste et défendre les plus faibles dans son parcours. Elle a certes un tempérament violent, mais certains utilisent des scènes comme celle-ci pour prouver qu'elle est folle. Alors que c'est des mots, hein. Et qu'on voit Arya tuer des gens et les mettre dans des tartes, Sansa regarder quelqu'un se faire dévorer vivant par des chiens et sourire, Jon exécuter un enfant, etc. Mais Daenerys, elle exécute un ennemi en temps de guerre qui refuse de soumettre, et ça y est, elle est folle. Hein. Il faut que Varys essaie de l'empoisonner, et propose à Jon de trahir Daenerys de manière très subtile, digne d'un maître des chuchoteurs, en allant le voir directement en plein jour et dire « Ah, tu vas être roi à la place de l'autre folle, là ?» La plus grosse erreur de Daenerys aura été d'écouter ses conseillers, ce qui fait qu'elle se fait attaquer par surprise par Euron à 3 reprises différentes, et la justification donnée par les réalisateurs, après que Daenerys, plutôt Tyrion, se soit fait avoir 3 fois d'affilée de la même manière. While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces, they certainly haven't forgotten about her. Bah lol, elle a oublié, oupsie. Daenerys perd 2 dragons, à cause de Tyrion et de ses conseillers nuls encore une fois. Jorah et Monsonday meurent. Sunday! Daenerys décide de détruire les défenses de King's Landing sans faire visiblement de victimes civiles avec son dragon. Donc pourquoi elle fait pas ça tout de suite en saison 7 ? Bah, on sait pas. Ou plutôt parce que Daenerys a des impératifs éthiques qui sont imposés à personne d'autre dans la série, et au moment où elle a gagné et où les troupes Lannister se rendent, elle entend les cloches et devient folle. Et elle ne décide pas du coup de se venger de Cersei et juste d'aller brûler le donjon rouge, non. Elle décide de faire des allers-retours pour bien brûler tout le monde, et tous les innocents. Parce qu'elle aussi, toute son histoire, c'était pas de protéger les faibles de l'oppression, quitte à être violente. Son histoire, c'était « je vais être folle ». Bon, ils ont peut-être un peu trop rushé la fin. Mais ce qu'ils ont fait a quand même du sens. Dans une histoire, il faut laisser ses personnages évoluer de manière cohérente et progressive. Tu peux pas avoir un point où tu veux arriver et couper toutes les étapes qui y mènent, et dire que l'histoire reste la même. De toute façon, la vidéo commence à être un peu longue et je commence à en avoir marre,
Donc regardons un peu ce qui suit le génocide de Port-Réal. Donc Daenerys fait un discours énervé dans une langue étrangère avec une imagerie très subtile. Ils auraient pu lui mettre une petite moustache, histoire que ce soit plus clair. Jon est convaincu par Tyrion de la tuer. Jon s'exécute et l'exécute. Drogon décide de détruire le trône plutôt que de tuer Jon. Vergris préfère emprisonner Jon plutôt que de le tuer alors qu'on l'a vu exécuter des prisonniers littéralement la scène d'avant. Au final, un grand conseil est rassemblé pour décider du sort de Jon et bien sûr, Vergris accepte. C'est probablement la scène la plus incohérente et stupide de l'histoire de Game of Thrones. Tyrion n'a pas le droit de parler mais en fait décide que seul le roi peut juger Jon Snow. Do I not here to speak? And no one's any better for it. Tyrion dit que celui qui a la meilleure histoire devrait être roi. Jon Snow, du coup, Lord commandant de la garde de nuit, tué et ressuscité, a participé à la guerre pour l'Aube, fils légitime de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Non. Sansa, Arya, Gendry, Samuel Tarly, Torse chaude. Bah non, évidemment c'est Bran, le gosse flippant en chaise roulante qui dit vouloir être lord de rien, et qui est plus ou moins l'autre des anciens dieux qui sont vénérés que dans le Nord. Celui qui voit le futur mais décide de pas empêcher Daenerys de détruire la ville juste pour qu'il puisse avoir le trône. Why do you think I came all this way? Va te faire foutre, Bran. Donc tout le monde accepte Bran comme roi pour aucune raison. Apparemment, un système de monarchie élective, c'est super bien, et ça risque pas du tout de créer des guerres à chaque succession. Sansa demande l'indépendance du Nord, les îles de Fer ou d'Or ne demandent même pas la même chose, c'est un coup d'état des Stark et tout le monde s'en fout, tous les personnages préférés de tout le monde ont tout ce qu'ils ont toujours voulu, sauf Jon, qui est envoyé à la garde de nuit alors que le mur est détruit, et toute l'intrigue sur sa naissance n'aura servi qu'à l'éloigner de Daenerys parce que c'est sa tante, ce qui confirme que Bran est un monstre qui a sacrifié des milliers de vies pour devenir roi. C'était n'importe quoi. Le scénario a peut-être un peu baissé en qualité, mais la musique, les costumes, la production en général, était ce qui se faisait de mieux à la télévision. La production doit être au service de l'histoire. Game of Thrones n'a jamais été exceptionnel que parce qu'il y avait des grosses batailles et des beaux effets spéciaux. L'histoire et les personnages ont toujours été au centre de la série. Le reste c'est accessoire. Après j'ai beau détester la fin, j'adore les musiques de Riwan Djawadi. Certains moments m'ont fait frissonner, mais c'est juste trop médiocre et incohérent pour moi. J'ai conscience que la vidéo est pas objective, personne ne l'est, mais ça fait un peu de bien d'exprimer toute ma frustration. Et ça m'a bien fait rire d'écrire cette vidéo. Même si le revisionnage des dernières saisons a été bien plus douloureux que ce que je pensais. Je vous proposerai bientôt une réécriture de la fin qui promet d'être assez spectaculaire. En attendant, je vous dis à bientôt, et on se retrouve plus tard pour vous dire quoi faire cette année.